Bonjour, nous voici arrivés dans le module 4, les 4 phases, causes et facteurs déclenchants du syndrome douloureux régional complexe, donc le SDRC. Ce module détaillera l'évolution naturelle du SDRC à travers ses différentes phases, ainsi que les facteurs et événements qui peuvent contribuer à son apparition. Donc là, nous allons commencer par le chapitre 1, donc les phases d'évolution du SDRC. Donc en fait, vous l'avez compris, que le SDRC est une maladie dont l'évolution est caractérisée par une très grande variabilité clinique d'un patient à l'autre. En fait, il est absolument fondamental et d'une importance capitale de comprendre que contrairement à certaines descriptions simplifiées que vous pouvez trouver sur Internet, le SDRC ne débute pas toujours par une phase chaude ou inflammatoire. En effet, pour un nombre significatif de patients, le SDRC se manifeste d'emblée par des symptômes de type froid sans jamais passer par une phase chaude initiale. C'est ce que l'on nomme le SDRC froid d'emblée. C'est les SDRC que j'ai toujours fait. Je n'ai jamais connu les phases chaudes. La description donc des phases ci-dessous doit être comprise comme des évolutions possibles du SDRC et non comme une progression linéaire. C'est ce que je veux, est obligatoire par tous les cas. C'est ce que je veux dire, c'est que on fait pas phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Non. Certains vont faire la phase 1, d'autres vont déjà passer directement dans la phase 2. Donc voilà, il faut vraiment savoir que le SDRC, il est complexe et très difficile aussi à cerner. Donc l'évolution peut être hautement imprévisible avec des arrêts à n'importe quelle phase ou même des rémissions spontanées. La reconnaissance précoce du type de début chaud ou froid est essentielle pour la prise en charge. Donc voici les différentes phases cliniques qu'on peut observer pour le SDRC et en tenant compte des variabilités. Donc, la phase 1, c'est la phase initiale ou présentation immédiate, variation chaude ou froide d'emblée. Donc, ceci est la phase de début du SDRC et ses caractéristiques varient grandement. Pour certains patients, début chaud, donc les symptômes dominants, ça va être la douleur qui est intense, persistante, souvent décrite comme une brûlure profonde et disproportionnée par rapport à la lésion initiale. Manifestations vasculaires et cutanées, chaleur locale intense, peau rouge, érythème et un œdème gonflement prononcé et diffus de la région affectée, rendant la peau tendue et brillante. Il y a aussi des manifestations sudorimotrices, transpiration excessive, l'hyperhidrose au niveau du membre. Autre, il peut y avoir une hypersensibilité au toucher, ce qu'on appelle l'allodynie, et la douleur, hyperalgésie. La mobilité articulaire peut être déjà limitée. Point fondamental, donc pour de nombreux autres patients, le SDRC froid d'emblée, donc là, ça va changer un petit peu. Donc, il y a absence de phase chaude. Le syndrome commence directement sans chaleur, rougeur ou hyperhidrose initiale. Symptômes dominants, douleur intense et disproportionnée, similaire donc au type chaud. Les manifestations vasculaires et cutanées, donc là, la peau est d'emblée froide au toucher, parfois cyanosée, bleutée ou marbrée, avec un œdème qui peut être moins inflammatoire d'aspect. La manifestation sudorimotrice, donc la transpiration peut être normale ou même diminuée. La sensibilité et fonctionnalité, l'allodynie, l'hyperalgésie et la limitation de la mobilité sont également présentes. Donc, comme vous pouvez voir, on a à peu près les mêmes symptômes dans le type chaud que dans le type froid. La phase 2, donc c'est ce qu'on appelle la phase dystrophie, évolution des symptômes s'ouvrant vers le froid, si début chaud ou aggravation des signes froids. Donc progression ou confirmation. Donc pour les patients ayant eu un début chaud, cette phase marque souvent une transition vers des symptômes de type froid. Pour ceux qui ont commencé avec un SDRC froid d'emblée, cette phase voit la confirmation et l'aggravation des signes froids. Donc les symptômes dominants vont être la douleur intense, persiste et peut devenir plus lancinante. Pour le cas de début chaud, la sensation de chaleur locale cède la place à une sensation de froid intense, la peau devenant froide et moite. Pardon. Les symptômes dominants, donc la douleur intense persiste et peut devenir plus lancinante. Pour le cas de début chaud, la sensation de chaleur locale cède la place à une sensation de froid intense, la peau devenant froide et moite. Désolée, je crois que je me suis répétée.
Nous continuons donc dans les manifestations vasculaires. En fait, la peau devient globalement froide, prend une coloration cyanosée, bleu-violacé ou marbrée, traduisant une altération du flux sanguin périphérique. L'œdème, s'il est présent, devient plus ferme, induré et peut s'étendre. Ça, c'est important aussi de l'entendre, que ça peut aussi s'étendre. Manifestations trophiques, des changements trophiques, donc altération des tissus, apparaissent et s'accentuent, la peau devient fine, brillante, sèche et présente des signes d'atrophie. Les poils peuvent chuter à l'alopécie ou de manière paradoxale devenir plus épais et foncés. Donc les ongles deviennent cassants, fragiles, striés et leur croissance est altérée ou ralentie. Les manifestations donc articulaires et musculaires, donc il y a la raideur articulaire s'aggrave considérablement. Exemple, il peut y avoir une capsulite adhésive au niveau de l'épaule, ça on en entend souvent parler. La faiblesse musculaire est plus marquée et des spasmes musculaires involontaires ou des tremblements peuvent apparaître, limitant davantage la fonction du membre. Une ostéoporose régionale, souvent sévère, peut se développer rapidement et être visible à la radiographie. Donc, ce sont en fait les aspects mouchetés qu'on peut voir sur la radio. C'est à partir de là où il est important de faire des examens radiographiques. La phase 3, donc ça, c'est la phase atrophique ou phase froide tardive et de séquelles établies. Donc là, c'est pareil, hein, comme on vous l'a dit tout à l'heure, tout le monde ne viendra pas dans la phase 3, la phase 3, ni dans la phase 4. Les symptômes dominants, donc la douleur est souvent constante, profonde, avec des sensations de tiraillement et des déformations des tissus. Elle est souvent chronique, réfractaire et fortement invalidante. Les manifestations trophiques avancées, donc atrophie sévère et souvent irréversible de la peau, des tissus sous-cutanés et des muscles. La peau est tendue, sèche et des rétractions fibreuses peuvent apparaître, modifiant donc l'aspect et la fonction du membre de manière permanente. Les manifestations articulaires, donc l'ankylose articulaire, là c'est la perte complète ou quasi complète de la mobilité articulaire et cela est très fréquent, résultant de la fibrose des tissus mous autour des articulations. Les articulations peuvent se fixer dans des positions anormales et douloureuses, exemple la main en griffe ou le pivot. Les déformations. Le membre affecté peut prendre un aspect profondément atrophié, déformé et contracté, avec des limitations fonctionnelles majeures. Les contractures musculaires et tendineuses sont des complications fréquentes et difficiles à corriger. Le point crucial, la généralisation du SDRC, il est absolument fondamental de comprendre qu'à ce stade avancé, dans des cas rares mais graves, les symptômes du SDRC peuvent s'étendre bien au-delà du membre initialement touché. Ça, malheureusement, on a souvent tendance à dire que le SDRC reste au niveau, par exemple, de la cheville, si c'est la cheville qui est touchée. Eh bien non, dans des rares cas, il faut croire le patient. Quand le patient a un SDRC qui vous dit qu'il souffre dans tout le corps, là, il faut le croire, il arrive en phase 3. Et oui, ça se généralise, ça peut se généraliser, mais comme je vous l'ai dit, tous les patients ne le font pas. On observe alors une extension des symptômes douloureux et des altérations trophiques à d'autres membres. Par exemple, le membre contralatéral non initialement blessé, ou même une généralisation à d'autres parties du corps comme le tronc, la face ou d'autres régions non contiguës au site d'origine. Ceci est un fait clinique essentiel à reconnaître, car on a malheureusement tendance à penser à tort que le SDRC reste toujours confiné aux membres d'origine. Je me répète, mais c'est très important d'avoir ça en tête. Cette généralisation représente un défi thérapeutique et diagnostique majeur et doit être reconnu pour une prise en charge adaptée. Et nous arrivons à la phase 4. Donc là, c'est la phase de chronicité, au-delà de la phase 3, si les symptômes persistent durablement. Donc cette phase représente la persistance des symptômes les plus sévères observés en phase atrophique, avec des dommages souvent irréversibles aux tissus cutanés musculaires osseux. La douleur chronique est profondément installée et l'incapacité fonctionnelle est souvent sévère, impactant drastiquement l'autonomie et la qualité de vie du patient. Là, généralement, ces patients sont dans une telle souffrance que vous allez
peut-être entendre des patients qui vont vous dire, je préfère mourir que de vivre dans cette intensité. Puisque comme je vous l'ai déjà dit au tout début, on n'a aucun médicament qui vient diminuer nos souffrances. Donc, il ne faut pas rester que sur les médicaments, il faut faire un tout, apporter du bien-être à ces patients-là. La prise en charge à ce stade se concentre sur une gestion multimodale et intensive de la douleur, l'amélioration maximale de la qualité de vie restant gestion des activités quotidiennes, adaptation et la prévention des complications secondaires liées à l'immobilité ou à la chronicité, comme les escarres, les infections, les troubles psychologiques. Le défi est de maintenir une qualité de vie acceptable et de favoriser l'autonomie malgré des séquelles parfois lourdement invalidantes et qui malheureusement on ne pourra pas récupérer. Donc je vous dis à tout de suite dans le chapitre 2.